Bonjour Héloïse, bienvenue à toi. Je te laisse te présenter ainsi que ton activité, s'il te plaît. Donc, moi, je suis Héloïse Incrociati. Je suis développeuse web en design et un peu de back-end et infographiste illustratrice. Donc, moi, j'ai eu un parcours très littéraire et j'ai un petit peu glissé par hasard dans l'informatique quand j'ai fait un DUT informatique. Donc, à l'époque, je cherchais une voie qui recrute puisque l'édition, c'était assez bouché, parce que je voulais travailler dans l'édition à la base. Et en fait, ça m'a tellement plu que depuis que j'ai eu mon DUT, j'ai évolué là-dedans. Donc, j'ai été dans l'analyse de données, dans la gestion de bases de données, dans le développement d'applications web, dans le développement d'applications mobiles. Et aujourd'hui, je suis freelance à mon compte. Super. Dans le cadre de ta création de société, c'est quelque chose que tu m'as souvent dit, tu cherches à casser les codes du web. Aujourd'hui, en fait, les sites finissent tous par se ressembler. Avec l'arrivée de l'IA, du no-code, de la facilité du glisser-déposer, de WordPress, Framer, ce genre de logiciel très pratique. Et on perd un petit peu tout ce qui est création, design. On est obligé de faire appel à un métier qui n'existait pas, qui est venu, c'est UX designer, UI designer, parce que justement, ce côté-là s'est perdu au fil du temps. Et justement, moi, un jour, j'ai une cliente qui est arrivée qui m'a dit, bah non, moi, je veux pas un menu en haut à droite. J'aime pas ça, je trouve ça moche. Je veux plutôt des petites bulles comme ça et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça l'idée tellement originale que c'est ça qui m'a donné envie de casser les codes parce que ça se démarquait. Et il faut se démarquer, on est dans l'ère de l'audace, donc il faut oser. Et j'avais un patron, c'est beaucoup d'anecdotes, hein, mais j'avais un patron qui m'avait dit sur 2 CV identiques, je vais choisir le gars qui fait 2 mètres de haut ou la fille qui a les cheveux violets. Parce que si un jour je l'amène avec moi chez mon client, ils vont se souvenir de moi parce qu'ils vont dire, ah oui, la fille qui a les cheveux violets. Et donc, on se souviendra de moi. Donc, c'est une pub un petit peu détournée, passive, mais qui fonctionne. Il faut se démarquer à tout prix. Donc, oui, casser les codes du design, c'est un petit peu mon but. Génial. Quelles sont les astuces que tu pourrais partager aux acteurs de la formation professionnelle et du coaching pour justement venir sexiser leur site internet? Alors, pour moi, il faut oser l'illustration, il faut oser l'animation, il faut oser les couleurs, il faut oser en fait d'avoir quelque chose qui nous plaît, qui nous ressemble et qui attire le regard. Comme la cliente qui disait, je ne veux pas la navbar en haut à droite, tous les sites ont une navbar en haut à droite, le logo à gauche, tous les sites ont le bandeau, tous les sites, enfin, il faut sortir de là. Donc, les mêmes photos libres de droit, en plus avec l'arrivée de l'IA qui crée plein d'images où on voit plein de petits bugs graphiques parce qu'on sait que ça a été généré par l'IA et que du coup, ce n'est pas forcément bien. Donc, ça va faire aussi du bien aux illustrateurs, mais ils font un métier vraiment à part entière. L'IA, elle va sortir quelque chose parfois de nickel. On ne va pas se mentir, les outils ont vraiment bien évolué, mais il n'y aura pas le côté création derrière. Quelqu'un qui s'y connaît, il sait que en communication, regarder vers la droite, c'est l'avenir, regarder vers la gauche, c'est le passé. Et tout ça, l'IA n'a pas forcément les codes basiques de ce que nous, on nous a appris pendant toute notre jeunesse sans le savoir à travers la communication visuelle. Je vais prendre par exemple le site internet de Ciao Kombucha, qui a été créé par le youtubeur Squeezie. Donc, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est un youtubeur qui crée sa propre marque de boissons qui sont bonnes pour la santé. Je suis allée voir son site internet, il est génial parce qu'il y a de l'animation, il y a de la couleur, tout est fluide. Il y a une petite mascotte robot, donc il s'adapte à son public, il vise un public jeune, hein, mais tout s'adapte parfaitement à l'idée qu'il voulait transmettre dans son produit. Et quand on voit en bas du site, on voit qu'il n'a pas été réalisé par Framer, par WordPress ou par un outil, mais justement par une entreprise de web spécialisée là-dedans. Et on voit tout de suite la différence. Oui, effectivement. Et puis de toute manière, pour être moi-même spécialisée dans de l'IA et ayant des notions d'IA générative, de prompting, ça n'empêche pas le contrôle. C'est-à-dire que si on ne donne pas les bonnes instructions à la machine, tu vois, moi, j'aurais jamais pensé dire que mon personnage doit regarder, tu as dit à droite pour le futur, Donc c'est ça. Et à gauche pour le papier. à gauche pour le passé, pas pour le coaching. Il faut que mes personnes regardent à droite. Et ça, je n'aurais jamais donné l'instruction à la machine. Ensuite, potentiellement que certaines IA génératives d'images permettraient d'identifier par tes biais cognitifs qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent
quand on dit regarde, un personnage qui regarde vers l'avenir, il va me le faire à droite automatiquement parce que c'est de l'algorithmique qui se cache derrière, mais on n'en est pas encore à ce point de spécialisation sur la génération d'images, quoi qu'il arrive. Ça n'empêche pas le contrôle, et ça, je le dis tout le temps à toutes les personnes que je rencontre qui sont fascinées et qui me disent pourquoi j'irais payer un développeur alors que l'IA me le fait en 30 secondes. Et je l'ai moi-même essayé avec HubSpot, qui est notre CRM. Il m'a généré un truc nickel. Enfin, il a fallu quelques secondes. Mais après, il fallait vraiment lui donner des instructions très spécifiques. Et toi, quel est ton avis justement sur tout ce no-code et l'IA actuellement? Il y a un risque, comme je disais justement, que tous les sites en fait se ressemblent parce que on a des templates avec le no-code qui sont adaptés en fait. Il y a juste les couleurs qui vont changer en fonction du client, les images, le contenu, mais la forme du template sera toujours la même en fonction de si je veux ça, si je veux ça, si je veux ça. Et après, on se retrouve en fait avec des situations où j'ai un client qui est venu me voir en me disant j'aimerais faire une refonte graphique parce qu'il est coach en bien-être. Et moi, je suis allée voir son site et si je ne lis pas son contenu, pour moi, il est agent immobilier. Parce qu'on a pris un template qu'on avait l'habitude de faire pour tous les clients. Alors, il est beau, il est fonctionnel, il y a de l'animation, il y a du dynamisme, mais il ne correspond pas à son métier-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, en fait, en choisissant. Je ne dis pas qu'il y a sûrement des gens qui font du no-code qui sont très bons là-dedans aussi, qui ont des études de communication derrière, qui vont permettre justement de donner un produit qui correspond à ce qu'on désire. Mais il faut faire attention dans le choix en fait de la personne qu'on embauche pour faire le travail. Il faut qu'il y ait une connaissance derrière, il faut qu'il y ait, même comme tu disais, l'IA, si j'écris à ChatGPT sans connaître, je n'aurai pas le même rendu que si j'écris alors que j'ai eu une formation sur ChatGPT pour savoir comment il fonctionne, pour pouvoir préciser, pour pouvoir dire, voilà, il faut qu'il regarde vers la droite, il faut que ce soit dans un triangle parce que ça représente la stabilité, ce genre de choses. C'est une connaissance, en fait, métier qu'il nous faut derrière. C'est ça, c'est l'expertise métier qu'on passe de temps en temps à la trappe en se disant « Oh, ça va le générer, c'est bon ». Et puis, on peut préciser dans notre prompt qu'il est spécialiste développement web. Oui, spécialiste développement web, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc, il y aura des bonnes IA génératives et de mauvaises IA génératives. Justement, voilà. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire de… on va prendre le site d'Entrecoachpreneur, par exemple, que tu connais dans l'état qu'il est actuellement. Comment je pourrais le rendre plus interactif selon toi? Moi, je rajoute toujours cette petite notion de jeu, cette petite notion d'animation, de surprise en fait, parce que tous les sites vont se ressembler, vont avoir le bandeau comme je disais, etc. En rajoutant une petite animation, rien qu'une toute petite animation, tout le site va avoir une nouvelle dimension. Et il y a des développeurs qui sont très, très bons là-dedans. Moi, je commence à me former là-dessus justement parce que c'est l'évolution. Et même pour les no-code, Figma est en train de sortir des outils d'animation qui vont rendre le no-code encore plus performant et qui vont éclipser certains autres outils parce que ils grandissent. En fait, Figma est devenu tellement… voilà, c'est un exemple. Donc, on peut avoir de très bons développeurs no-code, de très bons développeurs qui sont comme moi, dans le React, dans le Tailwind CSS, donc tous les langages informatiques qui disent rien à personne, qui perdent complètement, et c'est là-dessus qu'on a du mal à garder nos clients, parce qu'on n'arrive pas forcément à se faire comprendre, mais il faut derrière savoir comment le gérer. Et il y a un développeur qui s'appelle Roby Leonardi, qui a fait complètement son site internet de deux manières. Il y a sa page statique normale pour ne pas perdre le client, et on peut cliquer sur visiter le site, et là, on incarne son petit personnage qui se balade à travers un décor qui bouge, qui interagit avec des plantes qui pop comme Mario dans les tuyaux et tout, pour son expérience, ce genre de choses. Et en fait, il rend tout de suite le jeu du site amusant, et on a envie d'aller jusqu'au bout pour voir tout ce qu'il a fait. Donc, c'est intelligent de rajouter le jeu, l'animation, parce que ça va donner en fait envie d'avoir une interaction avec le site web. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est l'interaction du client avec le site web. Et si on a 5 sites pour, si je veux par exemple quelqu'un dans la comptabilité, je vais visiter 5 sites, il y en aura 5 statiques, 4 statiques et le 5e qui sera interactif.
Le soir, quand je vais me coucher, celui qui va me rester dans la tête, c'est celui avec lequel j'aurai interagi. Celui qui m'aura donné de la surprise, qui m'aura surpris, qui aura été différent des autres, en fait. Il faut se démarquer là-dessus. Tout à fait. C'est amusant que tu m'en parles et puis on va parler du projet après, mais justement dans cette notion d'interactivité, c'est ce qui me manque dans mon ancien métier, à savoir l'audit Calliope. Alors je continue, mais je suis auditrice Calliope, mais surtout coach en parallèle. Et dans la foule d'accompagnement qu'on a, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas ce sentiment de jeu, de suivi. Ça reste du classico-classique. En même temps, c'est pas très rigolo, c'est quand même un audit de processus et de système de management. Mais il y a quelque chose à penser là-dessus et j'ai d'ailleurs l'un de mes partenaires qui est en train de réfléchir sur quelque chose sur le sujet. Donc, je pense qu'on en reparlera toutes les deux. C'est un bon bout. Tu parlais du React Native. Je crois que c'est une solution pour développer une app en même temps sur Android que sur iPhone dans ce que tu m'avais dit, c'est ça? Comment ça fonctionne? Parce que pour moi, tu vois, pour entre coach-preneur, je me disais, le budget pour être sur une app, c'est affolant parce qu'il faut que je paye un développeur Android et un développeur iPhone. Et quand je vois les devis que je reçois, ça me fait froid au dos. Il y aurait une solution. 1 000 € oui, pour une application mobile. En fait, dans le temps, on avait le langage Swift pour iOS et le langage Kotlin pour Android. Et on était obligé d'avoir 2 développeurs ou un développeur qui connaissait les deux, mais qui forcément allait être payé plus cher parce qu'il y a double travail. Et de nos jours, moi j'utilise React Native, mais il existe d'autres frameworks qui font la même chose. Flutter, par exemple. Flutter est un autre framework qui fait aussi la multiplateforme. En fait, on utilise un langage qui fait l'application, on code notre application et après on peut l'exporter autant sur iOS que sur Android. Donc la multiplateforme va nous faire gagner du temps, va nous faire gagner énormément d'argent aussi pour le temps qu'on passe, c'est du temps en moins, donc de l'argent en moins pour le client. Et on va pouvoir avoir quelque chose de complètement équivalent que si on avait développé en iOS Swift ou en Kotlin pour Android. Et l'avantage, c'est que il y aura que quelques particularités au niveau du design qui vont différer parce qu'il y a les bulles qui ne vont pas forcément apparaître de la même manière sur iOS que sur Android, mais le code derrière sera exactement le même. Donc, valoriser quelque chose qui permet de faire les deux en un, c'est toujours pratique. C'est ça, et je pense qu'il y a vraiment, dans le cadre de la formation professionnelle, nous, on n'est pas des informaticiens, sauf les formations spécialisées en informatique. C'est vraiment méconnu, en fait, le fait qu'il existe aujourd'hui une solution qui fait les deux. Il y a encore ce préjugé de se dire, il va falloir que je paye 2 personnes ou quelqu'un qui va me coûter très cher parce qu'il y a 2 langages qui se cachent derrière, alors que toi, tu es en capacité de me faire les 2 en un, en fait, avec des adaptations graphiques en plus derrière. Et c'est là que justement, en fait, il y a une sorte de problématique, c'est que les entreprises qui ont développé leurs applications en Swift et Kotlin n'ont pas forcément envie de tout remanier, de devoir virer toutes les équipes pour embaucher des nouvelles équipes de React Native ou de devoir payer des formations pour pouvoir les former sur quelque chose qui fait les deux et de faire une refonte d'une application qui fonctionne puisque les 2 langages continuent de fonctionner sans problème, continuent d'être mis à jour. Android continue vraiment de garder à jour Kotlin, iOS continue de garder à jour Swift. Donc, les 2 applications fonctionnent toujours. On continue d'avoir des offres d'emploi sur du Swift ou du Kotlin. Mais justement, ce fait de faire un seul code pour 2, ça fait peur aux entreprises parce qu'on a été habitué à faire en l'un ou en l'autre et on a peur qu'il y ait de la casse d'un côté ou de l'autre, alors que le logiciel, quand même, React et React Native, ça a été créé par Facebook, par exemple. Donc, c'est quand même une entreprise assez solide, on va dire. Oui, Meta, oui. Qui a déjà prouvé qu'il fonctionnait très bien, mais ça reste méconnu. Si on ne se renseigne pas, on ne sait pas. Et pourquoi j'irais embaucher quelqu'un pour faire en React Native quelque chose qui fonctionne déjà en Swift et en Kotlin? Même si ça me coûterait moins cher d'avoir un développeur qui fait les 2 ou 2 développeurs qui font les applications, ce genre de choses, plutôt que d'avoir mes équipes de 4 développeurs de 4 côtés, d'en avoir une seule de 4.
c'est un coût quand même de former, c'est un coût de licencier pour réduire, c'est un coût de tout refaire, c'est un coût de réexporter parce qu'on perd aussi les statistiques puisqu'on va devoir réexporter le produit. C'est quelque chose de très compliqué et qui fait peur à tout le monde en fait. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore leur application, passer directement au langage universel pour avoir et de l'Android et de l'iPhone. Et n'hésitez pas à chercher ce type de profil, notamment le React, dont toi, tu es spécialiste. On travaille ensemble aujourd'hui sur le livre d'une journal d'auditrice Calliope. En effet, moi, j'adore ce que tu fais en graphisme. Donc, je t'ai embarqué avec moi pour faire de l'illustration, qui n'est pas ton métier dans le web, mais tu as quand même du talent et une sacrée plume. Dans ce cadre-ci, je t'ai fourni le début du livre et je voulais avoir un peu tes retours. Alors moi, j'ai adoré en fait le ton bienveillant et léger qu'il y a dans ton livre. Et moi, je ne connaissais pas du tout Calliope avant que tu m'en parles et que tu me fasses lire le livre. Et j'ai été surprise parce que j'arrivais à tout comprendre sans rien connaître. Et c'est pour ça que j'ai fait une couverture où on voit des adultes qui jouent à la marelle parce que c'était le côté bon enfant de « Allez voir, je vais vous emmener avec moi, c'est pas compliqué, on va y arriver ». Et j'en ai parlé autour de moi et on dit « Ah oui, Calliope, oh, c'est chiant ». Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui ressort dans le livre. Quand on va voir les autres livres, on a l'impression que c'est quelque chose de pompeux, que c'est quelque chose de sérieux. Et toi, tu as un petit peu, comme je veux casser les codes du design, tu as un petit peu cassé les codes du Calliope pour rendre quelque chose d'interactif, de par le jeu, vous allez voir, c'est pas si compliqué quand on le sait, c'est juste de la désinformation au final. Et ça vraiment démystifie le problème de Calliope, le côté sévère de Calliope qu'on a l'habitude de rencontrer, quoi. Oui, ça c'est sûr que si on parle aux certificateurs, qui sont les organismes qui sont habilités à auditer les organismes de formation, que ce soit formation, bilan de compétences, VAE ou les CFA pour l'apprentissage, ils vont dire c'est du sérieux, c'est du process. Après, en interne, lorsqu'on est formé en tant qu'auditeur, il y a quand même cette partie fun où on a de l'échange de pratiques. Quel que soit le certificateur, à un moment donné, il y aura de l'échange de pratiques qui est théâtralisé ou non, d'ailleurs. C'est souvent non, d'ailleurs, parce que Calliope, ça reste sérieux et je cherche à partager les histoires que j'ai vécues ou que d'autres collègues auditeurs ont vécues. Dans les histoires que je t'ai fournies, laquelle as-tu préféré illustrer jusqu'à présent? Alors, celle que j'ai préféré lire et du coup illustrer, c'était l'histoire de l'indicateur 5. C'était celle d'un audit où la personne a perdu ses moyens parce qu'elle avait peur de ne pas avoir ce qu'il fallait, de ne pas avoir gardé une trace. Et elle commençait à paniquer, à se recroqueviller, à désespérer en fait. Et du coup, l'auditrice est venue et a dit « On va faire une pause, vous inquiétez pas ». Donc, ils sont sortis, ils ont respiré. Et puis, de fil en aiguille, en discutant pour apaiser, en fait, on se rend compte, j'ai des carnets dans lesquels j'ai tout noté, mais ça va suffire en fait pour valider. Et paf, indicateur validé. Et en fait, c'était le côté très humain de « Vous inquiétez pas, je suis pas un monstre, je vais pas vous manger ». Qui m'a beaucoup plu parce que ça montre justement ce côté démystificateur, comme je disais tout à l'heure, de viens, je ne suis pas le diable, je suis là pour t'aider, je suis là pour valider ton Calliope, pas pour t'enfoncer. Cherchant, en fait, même juste en discutant, on finit par trouver une solution qui peut-être est déjà là, en fait, sans le savoir. C'est ça. En fait, quand je prends ma casquette d'auditrice Calliope, je ne peux pas donner de solution. Je ne suis pas habilitée à fournir du conseil en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. En revanche, effectivement, je vais gratter autant que faire se peut à travers un questionnement. Merci la casquette de coach. Jamais il y a ce qu'on appelle une non-conformité. Dans ces cas-là, elle est actée parce que moi, je ne peux pas dire voilà comment il faudrait faire pour éviter la non-conformité. Donc, la non-conformité est actée, elle est explicitée en disant voilà, c'est non-conforme parce que effectivement, je n'ai pas de preuves constatables à ce jour, même si vous me le déclarez. Et la personne va avoir du temps pour corriger sa copie. Mais c'est que je lui lâche la main parce que il y a 3000 façons de corriger sa copie.
Et c'est ce que tu disais en disant, bah, elle avait pris des notes sur un carnet et ça allait. Bon, bah, il y en a d'autres qui m'auraient montré un CRM, d'autres qui m'auraient montré un paperboard. Le support de l'élément de preuve n'a pas vraiment d'importance dans Calliope. Et c'est ça qui est génial et je me fais surprendre très, très souvent. Et tu pourras lire cela dans la suite du livre. J'ai hâte. Et moi, j'ai hâte de voir toutes tes illustrations. Je vais mettre ta fiche descriptive qu'on a chez Entrecoachpreneur en commentaire de cette vidéo. Comme ça, si les personnes veulent te contacter pour faire la refonte de leur site Internet, pour créer le nouveau, comme ça, on casse les codes du web directement. Hein, pas besoin de refondre, on va directement à casser les codes. Pour faire également des applications, je suis officiellement associée. Donc, il y aura également toutes les informations pour pouvoir acheter en prévente notre livre je l'écris, tu illustres, Voilà. sur la plateforme MyMojo, qui est notre plateforme de crowdfunding. Vous allez pouvoir découvrir les illustrations d'Héloïse et les anecdotes que j'aurai rédigées. Un grand merci à toi et pour ton temps. Ben, merci à toi, merci.